bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à la Switch House ce soir. Donc la Switch House, c'est la maison de Switch Collective et de tous ces switchers. C'est un lieu qu'on a ouvert en novembre dernier. On fait plein d'événements et de formations dédiés à la réinvention du travail et puis à la réinvention de soi aussi. Qui d'ailleurs ne connaissait pas Switch Collective avant d'avoir entendu parler de cet événement avec Axel? Vous êtes vachement connus. Et qui était jamais venu à la Switch House? Pour le coup, je vois quand même des nouvelles têtes. Mais... ouais, si, quand même. Ok. Du coup, en deux mots, parce que je vois que vous me connaissez, et ça ne marche pas, si ça marche. En deux mots, la mission qu'on s'est donnée avec Switch, c'est d'apprendre à tous ceux qui ont envie de changement dans leur job à inventer le parcours qui leur correspond. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé un programme qui s'appelle Fais le bilan calmement, qui est une espèce de bilan de compétences complètement nouvelle génération, un peu revu à l'ère du digital et du collaboratif. Et en fait, cette formation, on l'a créée en janvier 2016. On se faisait un petit check-up date tout à l'heure avec Axel. On l'a créée en janvier 2016. Et en mars 2016, parce que j'ai tout revérifié, en mars 2016, Axel, qui venait juste de rentrer de San Francisco, est venu faire une conférence devant une promo de Switcher. Donc c'était il y a 1 an et demi, à peu près. Et en fait, je me disais, OK, il y a 1 an et demi, où on était nous, donc nous, avec Béatrice et Switch Collective, on venait de se lancer, comme je viens de le dire. Et puis là, entre-temps, à l'époque, il y avait eu seulement 3 promos de Fais le bilan, ou peut-être même 2. Et aujourd'hui, on a vu passer 1200 personnes par le programme Fais le bilan calmement. Et puis, on a un lieu, alors qu'à l'époque, on était un peu SDF, on squattait à droite à gauche. Je sais SDF, plus où on était, mais tu étais à Liberty Living Lab. Voilà, c'est ça. Et puis, toi, Axel, je me disais, OK, donc Axel, en mars 2016, elle venait de rentrer de San Francisco. Et puis, entre-temps, tu as contribué à créer En Marche, à faire élire Emmanuel Macron, tu as écrit un bouquin. Voilà. Voilà, tout ça, quoi. Donc, on s'est dit qu'il fallait, décidément, j'ai du mal avec ce petit truc, qu'il fallait vraiment qu'on t'invite ce soir, 1 an et demi plus tard, pour parler de ton bouquin. Sachant que donc j'ai lu le bouquin évidemment, je ne sais pas si... Est-ce que vous l'avez lu? Pas encore. Pas encore. Donc sachez que ce n'est absolument pas un livre politique, mais en le lisant, je me suis dit tiens c'est fou, c'est vraiment un livre sur le Switch. C'est un livre sur le Switch, c'est un livre où il est question de réinvention collective, où il est question de réinvention individuelle, où il est question de ta propre réinvention à toi à travers toute cette aventure-là. Est-ce que tu pourrais nous refaire un peu ton parcours, sachant que tu es une méga switcheuse? Et c'est quoi tes différents switches là depuis tes études en audiovisuel? D'accord. Et comment t'es passée de ça à En Marche là en quelques années? Ok, d'accord. Et c'est quoi les différents déclics qu'il y a eu d'une étape à l'autre? Tac. Merci. D'abord, bonsoir. Merci à tous d'être là. Ça me touche vachement. Je suis toujours étonnée quand il y a des gens qui viennent m'écouter parler. Alors, je vais être hyper... Alors, moi, j'adore Switch. Je suis toujours hyper contente de venir parler. Je pense que Béatrice et Clara, elles ont créé un truc qui est hyper important parce que je croise beaucoup de gens de notre âge, un peu plus jeunes ou même un peu plus âgés, qui ont hyper peur de passer à côté de leur vie. Moi, j'aime bien l'expression, tu sais, d'être fugitif de sa vie. Moi, ma plus grande peur, toujours, c'est d'être un fugitif de mon existence au milieu de ma vie. Et je connais plein de gens qui n'ont pas eu le courage de faire leur switch, qui se sont dit ce mal-être, ça va passer. C'est le boulot bide le lundi matin, ça va passer. Et bien, en fait, ça ne passe pas, ça ne passe jamais. Donc, je trouve ça hyper important ce que vous faites. C'est hyper... une société dans laquelle tous les gens sont engagés dans ce qu'ils font, sont en cohérence avec ce qu'ils sont. C'est pas la même société. Donc, c'est vachement important. Donc voilà, et puis j'aime bien venir parler ici parce que je sais de quoi je parle, parce que je me suis fait virer de mon premier job déjà. Bon démarrage, Axel. Mais c'est vrai, moi ça a commencé comme ça. J'ai fait, honnêtement, j'ai bac+5, truc plutôt sérieux, né du bon côté de la barrière. Enfin, ça devait rouler tranquille pour moi. Ça n'a pas du tout roulé tranquille. J'ai fait des études d'audiovisuel, effectivement. Donc moi je pensais que je serais Alexia Laroche-Joubert. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alexia Laroche-Joubert. Mais je sais pas. Quand j'avais 20 ans, c'était mon kiff. Je dis putain, ouais, alors je vais créer des émissions qui ont du sens et je serai Alexia Laroche-Joubert. Donc je fais mon master d'audiovisuel à la Sorbonne. Et puis en fait, je fais 6 mois de stage chez Fremantle et puis je pensais pas que ça allait être ma vie. J'étais passionnée de cinéma, donc je me suis dit, en fait, c'est pas la production télé, c'est la production cinéma que j'aime. Je vais retomber sur mes pieds. Et puis en fait, non, j'adore le cinéma, c'est une passion. Mais on ne fait pas forcément de sa vie professionnelle une passion. Enfin, je trouvais que la production cinéma était très longue entre un film. Donc voilà, pas heureuse non plus. Donc, je navigue de petit job en petit job. Je me retrouve à Londres
parce que je ne trouvais pas de job à Paris. Et là, je me dis, la vie recommence et tout. Là, vraiment, je partais en me disant une nouvelle vie, une nouvelle ville, tout ça. Et je me fais virer au bout de 4 mois. Très nice. Alors, et en plus, à Londres, c'est comme le cliché. Hein. C'est vendredi 17h. Et il te dit, c'est pas du tout personnel. Je dis, j'ai l'impression que c'est un peu personnel. Et puis, moi, je pose une question idiote. Je dis, mais alors du coup, je reviens lundi matin ou... Tu dis, oh non. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est d'une violence. C'est comme dans les films. J'ai failli faire une Jerry Maguire, genre qui m'aime. Et comme personne m'aimait dans la boîte, je me dis, bah, du coup, tu vas même pas avoir une Bridget pour se lever avec toi. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah, merci beaucoup. Et ça s'est passé comme ça. Je suis passée à mon bureau, j'ai fermé mon ordinateur. Et c'était hyper violent. Alors là, c'était vraiment, je me dis, oh, on a quand même un tout petit peu de chance en France, je dois dire là-dessus, parce que c'est, enfin, beaucoup de chance même. Et du coup, là, je vous raconte en me marrant et tout, mais c'était horrible, hein, parce que c'était mon premier job. Avant, c'était que des stages. Mon premier boulot, je me fais virer. Et je me retrouve dans la rue à Londres, sous une pluie, et je me dis, ma vie, c'est quand même la loose totale. C'est-à-dire que c'est quand même... En plus, j'étais partie, j'en avais fait tellement des tonnes sur Londres, parce que comme je galérais en France, j'avais besoin de prouver quelque chose aux autres, vous comprenez, parce que j'étais plutôt la bonne élève. Enfin, le jugement des autres est hyper désagréable dans ces moments-là. Donc là, je dis, c'est bon. Là, je me suis rattrapée, je suis à Londres et tout, ça déchire pas mal. Et donc, du coup, j'ai mis 10 jours à dire aux gens, n'écrivez plus à cet email. Non, j'ai décidé de partir. Et puis en fait, non, j'ai quand même appelé ma mère en larmes. Mais du coup, je me dis, je vous raconte ça parce que je me dis vraiment, c'est la loose. Et en fait, ce moment qui était la loose, et on a peut-être tous vécu ça. Et en fait, des années plus tard, tu découvres que ça a été la chance de ta vie. Parce que sinon, tu aurais été dans une vie qui n'est pas toi, dans un boulot que tu détestes. Mais sur le moment, c'est impossible de penser comme ça. Sur le moment, tu te dis, voilà, c'est le drame. Et là, en plus, vivre à Londres, quand tu ne travailles pas, bah, c'est l'enfer, tu payes l'air que tu respires. Donc du coup, j'étais là, bon là, il va falloir que je rebondisse assez vite. Donc du coup, je suis rentrée en France pour faire un job que je détestais aussi, en squattant l'appartement de quelqu'un. J'étais chez AB Productions, enfin bref, passons. Je me retrouve donc chez AB Productions. Au bout de 7 mois, mon contrat n'est pas renouvelé. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Et en fait, c'est quand vous retournez la question, on me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux ? Et d'un coup, quand vous faites ça, bon, c'est ça le switch, c'est le premier switch à faire, c'est pas le vôtre. C'est-à-dire, attends, si je change de perspective, c'est-à-dire si moi je rentre pas dans les cases, c'est peut-être pas moi le problème, c'est peut-être les cases, ou c'est peut-être cette vie-là qui n'est pas faite pour moi, et l'univers n'arrête pas de me le dire 3 fois de suite. Donc du coup, je me dis, bon, cette vie-là, ça va pas le faire, pourtant ça aurait dû être tout tracé, etc., ça marche pas, donc je me retrouve en 2009 sans job, sans rien, sans fierté, et avec beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et là, je me dis, il y avait un truc, ça vous semblait, j'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça, mais Twitter venait de démarrer. Et en fait, il y avait Twitter, etc. Les réseaux, franchement, en 2007-2008, c'était hyper nouveau. Enfin, on était à l'époque où il n'y avait même pas les boutons, vous savez, sur les sites internet, genre pour partager, machin. Et donc, moi, je commence à passer ma vie sur Twitter et à faire du yoga. Ça va vous sembler débile, mais le yoga, pendant mes périodes de chômage, ça m'a vachement aidée, je dois dire. Et donc, moi, je commence à me dire, bon, ben, en fait, je vais créer une autre vie, je vais trouver ce qui me plaît vraiment. Vos amis et votre famille pensent que vous êtes au bout de votre vie, puis vous essayez de rester un peu imperméable à ça. Et puis, du coup, je switch entre mon yoga le matin et puis mon apprentissage des réseaux l'après-midi. Et en fait, je commence à aider, du coup, des organisations green comme les Earth Journalism Awards ou le WWF à faire des campagnes Twitter. C'est-à-dire que c'était une époque où si vous aviez un tout petit peu plus d'utilisation de ces réseaux que les autres, vous aviez commencé avant, vous aviez quelque chose à proposer ou quelque chose à vendre. Parce qu'eux ne connaissaient pas cet outil-là. Donc là, j'invente un peu ma mission et donc je commence à faire ça. Inventer votre job. Toujours très utile. Access Agency, ce n'est que ça, hein, d'ailleurs. Et du coup, je commence à faire ça pendant 3-4 mois. Et là, on m'envoie sur Twitter, comme quoi, on me dit, il faut que tu regardes ça, il y a ce programme qui est financé par Google et T-Mobile, Deutsche Telekom à Berlin. Ils vont choisir 30 jeunes, entre 18 et 30 ans, des millennials, pour venir travailler sur le futur du travail pour la génération numérique. Si tu as des idées, propose ton application. Je dis, alors là, des idées sur le futur du travail, je peux te dire, je galère tellement. Enfin, c'est ce qu'on disait, fais de ton problème ton projet, tu vois. Et donc, je dis, alors là, moi, j'ai plein d'idées, parce que c'est une telle galère pour moi. Et donc, j'envoie mon application, j'envoie ma candidature, et ils reçoivent 850... Et donc, ils avaient fait une vidéo tellement... vous voyez la petite lumière de Pixar où il fait... Vous savez, il cherche des idées comme ça. Donc, ils avaient fait ça, etc.
vous voulez changer le monde, vous avez plein d'idées, le monde du travail ne vous satisfait pas. Venez avec nous à Berlin, vivre dans 20 000 m² avec plein de nationalités. Je dis OK. Donc j'envoie, ils reçoivent 850 applications et je suis choisie. Et du coup, je me retrouve avec 28 personnes. Énorme, 28 personnes, 14 nationalités, au cœur de Berlin, pendant 2 mois pour travailler sur le futur du travail, pour la génération numérique, tout frais payé. C'est-à-dire qu'on n'était pas payé, mais ils nous payaient, donc, enfin, on vivait dans l'usine à bière, ils nous payaient la bouffe, l'avion, etc. Machin. Voilà, je me retrouve donc à Berlin, à prendre cet avion. Et je me dis, mais comment... Donc ça, c'était le 9 octobre 2009. Je me souviens très bien parce que j'ai un truc avec les dates. Quand j'ai l'impression que je vis un moment important de ma vie, mais ça, tu ne le sais que a posteriori, c'est-à-dire tu ne peux pas le savoir a priori. Mais quand j'étais à l'avion pour Berlin, je me dis, bon sang, je sens que c'est un moment, quoi. C'est-à-dire, les moments dans la vie, tu n'en as pas beaucoup. Tu as peut-être, franchement, je ne vais pas vous faire flipper, mais peut-être 10-15 moments, c'est pas beaucoup, hein, où tu sens que ta vie, elle peut partir par là ou par là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui ? C'est-à-dire, il y a un moment où tu dis, si je dis oui à ça, ma vie, elle va complètement changer. Et si je dis non à ça, je ne fais pas le pas. Et donc, ma vie part dans autre chose. Et donc, moi, ce jour-là, je me dis, bon, bah, j'ai dit oui à ça, je sens que ma vie... Enfin, c'est un tournant, quoi. C'est un moment... Et donc, effectivement, Palomar, ça a été décisif pour moi. Je passe 2 mois à Berlin, 28 personnes, enfin, je vous passe, c'était les Arocs, non, je crois que c'était les Arocs-Upti qui étaient venus faire un reportage et ils dit Big Brother pour gens intelligents. C'est-à-dire qu'on vivait à 28, on travaillait toute la journée, on travaillait sur nos projets. Moi, je me retrouve à faire un projet avec une nana qui était en thèse à Stanford, à la Design School. Donc, vous avez pris vraiment des petits cerveaux hyper malins. Je me retrouve à travailler, donc on lance un site internet, un livre, etc., sur ce que cherchent les millennials au travail. Et je fais partie, sur les 28, des 7 qui sont envoyés à San Francisco pour 3 mois, pour y rester de l'argent des sponsors, et donc pour continuer à travailler. Donc, opportuniste, c'est la seule talent, opportuniste dans le bon sens du terme. C'est que je me reconnais de dire oui tout de suite. Je dis moi j'en suis, carrément. San Francisco, je prends. En même temps, j'avais pas grand-chose qui m'attendait à Paris, comme vous avez pu comprendre. du coup, non mais là c'est... Moi, j'ai pas beaucoup de talent, franchement, mais je me reconnais une intuition que j'utilise vachement, un opportunisme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'aime bien saisir les moments, parce que je pense que si tu saisis pas les trains, il y en a qui ne te repassent jamais devant. Et moi, ça me terrifie de rater en disant... Donc ça, vous avez vu le film avec Julia Roberts, Le mariage de mon meilleur ami ? Je fais une aparté parce que j'adore ce film. Il y a un moment, je voulais citer des références hyper intello. Et il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc elle veut absolument se marier avec son meilleur pote, ok ? Elle se rend compte après 15 ans qu'elle est amoureuse de son meilleur pote. Mais son meilleur pote va épouser Cameron Diaz. Tu l'as vu ou pas le film ? Ouais, et donc, évidemment, elle tente de le récupérer. Et il y a un moment dans le film où ils sont sur un bateau, un ferry, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils traversent un pont. Et il lui dit, il y a un moment où il y a le moment, il passe le pont, et il dit, et après le moment, il n'est plus là. Vous voyez de quel moment je parle ou pas ? Oui. Bon, bah voilà. Et moi, j'ai adoré ce moment, parce que je me dis, la vie, c'est exactement ça. C'est choper un moment, et sinon, il t'échappe. Et donc, moi, je suis très opportuniste pour ça. Et donc, quand il y a San Francisco, mon intuition me dit, il faut que j'y aille, et je pars à San Francisco 3 mois, et en fait, je vais rester à San Francisco 6 ans. Et là, pareil, c'est-à-dire que je commence à écrire sur les nouvelles technologies. En fait, je dis à des pure players en France, écoutez, je suis aux États-Unis, je vois des trucs déments. San Francisco en 2010, c'est Disneyland, hein, pour moi. C'est-à-dire, j'étais genre, oh, je tweete depuis Twitter. Tu vois, c'était parce que c'était... Non mais vous imaginez, c'est genre Twitter a changé ma vie, et du coup, moi, au board, je me retrouve dans un hub partenaire à San Francisco, et tous les mecs du board, c'est genre le Google Labs, Twitter. Donc moi, ma première demande, on peut aller déjeuner chez Twitter ? Ouais. Et donc, oui, c'était Disneyland pour moi. J'étais là à tweeter chez Twitter, etc. Et du coup, je dis à des pure players, je vais écrire, si vous voulez, sur ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et c'est comme ça que je commence à écrire. Et du coup, là, je suis repérée par une start-up qui s'appelle Scoopit. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Et je deviens la directrice marketing de Scoopit. Je reste chez Scoopit 1 an et 3 mois. Mon record. Ouais. Donc, je reste chez Scoopit 1 an et 3 mois. Je pars parce que je ne me fais pas virer. Non, je pars parce que j'étais plus heureuse. Et en fait, je me rends compte que je ne serai jamais heureuse dans le projet de quelqu'un d'autre. Enfin, je dis ça. Emmanuel, si tu nous entends. Mais... c'est drôle. Oui, mais c'est un peu différent parce que j'étais libre en marche, mais du coup, ouais, c'est drôle de dire ça. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de liberté. Voilà, j'ai besoin de liberté et j'ai besoin de travailler sur mon projet. Et en fait, je n'osais pas du tout passer le pas. Mais c'est vrai qu'être à 10 000 km de chez moi, enfin, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi, je suis née à Paris. J'avais la pression familiale, la pression des amis, elle est beaucoup plus forte quand ils sont là, à côté de vous,
quand vous êtes à 10 000 km, vous vous sentez... ils sont pas là, quoi. Et en plus, je vais pas vous faire le trip du rapport à l'échec dans la Silicon Valley. Mais ouais, il y a un peu ça. La Silicon Valley, si tu montes pas ta boîte ou si tu n'essayes pas, c'est moyen cool. C'est pas de se planter. Donc ça, c'est un gros cliché, mais c'est quand même très vrai. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais lancer Axel Agency en 2013. Et mon premier client a été Loïc Lemer, le web. Je sais pas, et en fait, pour moi, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre... Loïc m'appelle en me disant, j'aurais besoin d'aide pour faire la ligne éditoriale du web. Genre, quel speaker on va inviter, etc. Je me dis, bon, bah, ça fait un client, ça, en fait. Et donc, je me dis, je quitte Scoop It, et je dis à Loïc, ça n'embête pas si je mets ton logo, genre, en référence et tout. Il me dit, pas de problème, etc. Donc, je mets, genre, tous les petits projets, tu sais, que tu as fait avec des potes. Genre, j'appelle ma copine qui a un espace d'art à SF, je dis, ouais, je peux mettre le truc qu'on avait organisé ensemble sur Kickstarter. Elle me dit, ouais, tu mets tout ce que tu veux. Donc, en fait, je mets genre 3-4 références. My Little Paris, que je mets, qui est aussi le deuxième client avec lequel j'ai travaillé. Et comme ça, je crée Axel Agency en 2013. Avril 2013, et puis là, todo bene, moi je fais ma route, etc. Et puis j'ai un client qui change un peu la donne, qui est Kickstarter. Vous connaissez tous Kickstarter. Kickstarter me demande de lancer la plateforme aux start-upers français. Moi, je n'avais pas fichu les pieds à Paris plus de 15 jours d'affilée depuis des années. Honnêtement, quand ils m'ont demandé en 2015, moi j'étais partie en 2010, genre, j'étais pas du tout dans le French bashing, j'étais pas du tout là-dedans, mais genre, j'avais pas de manque. Vous voyez, pour moi, j'avais trouvé ma place ailleurs. Et pour moi, la maison, c'est là où on peut être soi. Et donc, moi, la maison ne me manquait pas parce que la maison, c'était SF. J'étais yogi, je suis toujours yogi, veggie, geek, enfin, je veux dire SF, quoi. Donc, moi, je veux dire, j'avais l'impression que la maison, c'était SF. Donc, pas de manque, pas de bashing du tout, mais pas du tout l'envie de rentrer. Et puis, j'avais jamais vraiment trouvé ma place quand je m'étais lancée. Et donc, Kickstarter me demande, et je dois passer 3 mois d'affilée à Paris. Au début, je me dis, l'angoisse. Et après, je me dis, alors je trouvais quand même que l'écosystème avait un peu changé. Donc moi, je surveillais ce qui se passait dans les nouvelles technologies, etc. Donc j'avais The Family, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a eu, pour moi, j'ai quand même un avant et un après The Family. Dans l'écosystème, ils ont quand même mis un coup de pied aux fesses à tout le monde, je trouve, dans l'écosystème. Donc je vois que ça bouge, etc. Et puis en fait, je m'éclate à Paris pendant 3 mois. Et en fait, il y a un truc, je ne sais pas si c'est l'ego ou quelque chose comme ça, mais d'un coup, je retrouvais ma place dans mon pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je rentrais à Paris 3 mois, je savais ce que je venais y faire, j'avais un écosystème qui était ravi de m'accueillir, voilà, pour parler de Kickstarter, etc. Et d'un coup, je voyais ce que je pouvais apporter à mon pays en termes de culture, en termes d'enseignement. Et là, je me dis, ah, en fait, on est bien en France quand on se trouve soi, enfin, quand on sait pourquoi on y est. Pourquoi... Et donc, je repars et j'écris un post qui s'appelle « Lettre à France » dans le Huffington Post, qui est une déclaration d'amour à la France que j'écris dans l'avion. Et puis en disant, voilà, on vous le dit beaucoup, mais franchement, c'est très vrai. Si on prend un peu de recul avec le tableau, c'est un pays dément, hein, ici, avec des gens top, mais c'est plus facile à voir quand on est loin. D'ailleurs, je me suis fait troller, comme quoi les Français sont toujours... Je me suis fait troller. Donc c'était vraiment une tribune hyper gentille. Franchement, faire troller là-dessus, je me suis fait troller en disant « Ouais, c'est facile de dire ça dans son avion pour SF, tu vis même plus ici, tu payes pas tes impôts en France. » Ouais, d'accord, ok. je suis bête, moi, qu'est-ce que j'écris? Et puis du coup, ça c'est en 2015. Et puis, il y a effectivement l'année 2015 qui m'a quand même marquée. Donc moi, le 7 janvier 2015, j'étais avec toi, Clara. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'étais au CES, vous voyez le truc des objets connectés. Et puis, donc pour le boulot... Et puis, bon, il y a Charlie. Et puis là, j'étais en train de regarder des objets connectés et tout. Je trouvais ça hyper vain. Il se trouve que j'avais un avion pour Paris 2 jours après, complètement par hasard, pour le boulot. Et je me retrouve à la marche, le 11 janvier, à République. Et je repars 5 jours après, le cœur un peu lourd. Et c'était la première fois que je quittais la France, un peu avec regret, en me disant ça m'embête d'être loin des gens que j'aime, de ma famille, etc. Je repars. Le 13 novembre 2015, je suis à Paris. Je suis là. Et j'étais là pour le boulot, et là, mon ex-mari m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux qu'on avance ton avion pour repartir plus vite à SF ?» Moi, je lui dis « Non, je pense en fait que je vais allonger mon séjour. » Là, j'avais vraiment envie d'être là. Je vois le FN à 30% au régional, décembre 2015, et là, je me dis « La vache !» Là, je me dis... Et puis moi, je voyais Trump monter de l'autre côté. Hein. Donc là, je me dis, et c'est marrant, j'ai pas du tout eu envie de... Moi, j'avais une green card, etc., mais j'ai pas du tout eu envie de m'engager, ni de devenir américaine, très bizarrement, ni de m'engager pour la campagne Hillary Clinton. J'avais vraiment envie de m'engager dans mon pays. Et après, tous les expats réagissent différemment. Et moi, je pense que d'un coup, je me suis dit, en fait, tu veux rentrer, tu as appris ce que tu avais à apprendre. C'est la fin d'un cycle, je le sentais.
J'étais revenue de la Silicon Valley et tout. La Silicon Valley, elle a plein de défauts. Très honnêtement, on n'a rien à lui envier. C'est un lieu qui est dément pour se trouver, pour croire en soi. Tout ça, c'est cliché, c'est vrai. Le just do it américain et tout, c'est très vrai. Mais ils ont aussi une vision de l'avenir qui n'est pas la nôtre. Et moi, j'avais vraiment envie de m'engager. Et du coup, là, je prends la décision de rentrer. Et comme toutes les décisions chez moi, elles sont... c'est un conseil que... en fait, je trouve que le cœur, c'est avant la tête. Et donc après, la tête pollue pendant des semaines. Mais en fait, moi, je savais très vite que je voulais rentrer. Donc je me dis, tu réfléchis pas, tu sais que tu veux le faire. Donc je pars à San Francisco le 28 décembre 2015. Et le 31 décembre 2015, j'étais dans l'avion du retour. Donc j'ai pris mes 6 bagages, toutes mes affaires. J'ai quitté 6 ans de ma vie. Et j'ai atterri à Paris à 9h du matin le 1er janvier 2016. Et je me suis dit, ouais... Non mais là je vous raconte genre waouh, pas la maline du tout hein. Moi j'étais au bout de ma vie, j'étais là mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Et donc j'étais avec toutes mes affaires. Alors j'ai adoré, alors l'avion en plus c'était, vous imaginez l'avion le 31 décembre 2015. Donc alors là t'es toute seule, moi je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que bon, bref personnellement c'était compliqué et puis c'était une décision qui me faisait complètement flipper comme toutes les décisions qu'on sait qu'il faut prendre et qui sont hyper flippantes. Alors les hôtesses, j'avais pris ma peluche, vous voyez, pour vous dire. Et donc l'hôtesse vient me voir et elle me dit oh trop mignon. Et j'avais tellement honte, je pleurais, je dis oui c'est pour mon petit neveu que j'ai pas eu depuis longtemps. Tout, c'est bon. Après elle vient me chercher plein de coups parce que vous savez quand le 31 décembre avec le décalage horaire, vous voyez tous les feux d'artifice à minuit des villes américaines. Alors elle était en feu, la fille était à champagne. À chaque fois qu'on voyait un truc et moi j'étais au bout de ma vie, je dis pas champagne. C'était horrible. Mais j'aimais le symbole, moi j'adore les symboles, j'adore les signes. J'adorais le symbole du 1er janvier 2016, vous voyez, retraverser l'Atlantique dans l'autre sens. Parce qu'il y a un prof de yoga une fois qui m'a dit un truc qui m'a complètement traumatisée. Il m'a dit fais gaffe comment tu passes ton 31 décembre 2015, enfin ton 31 décembre, ça marque le ton de l'année qui arrive. Là, vous pensez à tous vos dimanches, le 31 décembre, loose devant Arthur. Vous pensez, non, ouais. Et là, je me suis dit, bon, alors là, c'est vraiment le signe de l'autre côté de l'Atlantique, retour. C'est un bon signe, c'est un bon ton pour l'année. Et donc, du coup, je décide comme ça de rentrer. Je voulais m'engager, franchement, Emmanuel Macron, j'en avais entendu parler, effectivement, je l'avais croisé au CES, je voyais qu'il détonnait, etc. Mais il n'avait pas de parti, il n'avait rien. Mais moi, j'avais pris la décision de m'engager. Et la décision d'engagement, pour moi, elle dépendait de personne. C'est-à-dire que j'ai cette conviction qu'une fois que vous avez pris une décision au fond de vos tripes, mais une vraie décision, pas genre je pèse le pour et le contre à l'intérieur de moi et puis je vois quoi. Le jour où Clara et Béatrice elles se sont dit switch, on le fait, tout se met en place autour pour que ça se fasse. C'est-à-dire que moi je crois vachement aux lois de l'attractivité. Le plus difficile, c'est de prendre la décision. Et tant que vous n'avez pas pris la décision, tout est compliqué, je trouve. Et moi j'avais une décision, j'étais là, je vais m'engager. Je ne sais pas comment ça se fait, je vais lancer un blog, je vais faire des conférences, je vais porter les idées auxquelles je crois. Je trouvais que Macron, il avait un discours intéressant. Moi, j'ai trouvé Macron et Hulot intéressants. Vous avez l'impression qu'ils sont finalement ils bossent ensemble aujourd'hui. Mais je sais qu'à l'époque, on pensait que c'était le spectre opposé, mais pas tant que ça pour moi. Et en fait, je me dis, je ne vais pas attendre, je vais faire mon truc. Et comme là, et je la raconte dans le livre, je me dis, putain, les lois de l'attractivité, c'est quand même incroyable. Donc je décide ça, le 12 mars 2016, je reçois un coup de fil des jeunes avec Macron, qui avaient lancé leur petit think tank avant même qu'En Marche soit lancé. Le mec m'appelle, on ne s'était jamais rencontrés. Il me dit « Bonjour, j'ai vu ce que vous faisiez sur des conférences, etc. On aimerait bien que vous veniez en expert indépendant pour animer, on va lancer le think tank Les Jeunes avec Macron, le 12 mars. On aimerait que vous soyez l'expert indépendante qui lance le débat sur inégalité et révolution numérique et emploi. Comment lutter contre les inégalités. » Et là, je lui dis au téléphone, je dis « Mais tu sais, tu n'as pas besoin de mettre indépendante. » Et en fait, en lui disant ça, je me dis « Ça y est, c'est bon. » Je venais de comprendre que j'allais m'engager pour lui, quoi. Enfin, que j'allais m'engager pour... Ça allait se passer. Là, j'avais une intuition. Je me dis, ce mec-là, ça a l'air complètement dingue, qu'à 38 ans, il y aille, etc. Mais... Donc là, je lui dis, non, mais pas indépendante, moi, j'assume. Et c'est là que je me dis, bah, le voilà, le signe. Le voilà, le coup de téléphone. Parce que quand vous quittez 6 ans de votre vie, et puis une vie très agréable à San Francisco, et que vous revenez dans un pays où vous avez été très malheureuse pendant des années, etc., je peux vous dire, et en plus... l'hiver à Paris, pardon, je ne veux pas faire ma californienne, mais quand même, bien hardcore. Donc quand vous arrivez en janvier 2016, tous les jours, vous vous dites « je suis tarée, je suis dingue, je repars », et que d'un coup, vous avez un signe, un truc auquel vous raccrochez, « ok, c'est bon, c'est là, c'est bon, l'engagement est là ». Et donc le 12 mars, je fais le débat, je raconte dans le livre à quel point c'était hyper difficile pour moi, parce que personnellement, ça n'allait pas du tout, et donc je ne me sentais pas du tout la force de le faire, et en fait, il y a une intuition qui me dit
Vous voyez les dates. D'ailleurs, c'est par hasard, le livre est construit en 15 dates. Vous voyez comme ça. Et en fait, je me dis, là, si tu dis non, parce que tu as peur, tu rates le moment. C'est le pont de Julia Roberts, là. Et donc, du coup, je me dis, là, je peux pas... En fait, moi, j'ai une règle. Je ne dis jamais non si j'ai peur. Je dis toujours non si j'ai pas envie. Ouais, mais attends que ça monte. Parce que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Dire non parce que t'as pas envie d'aller à un dîner. Ok, tu dis non. Parfois, tu te forces. C'est insupportable. Moi, je supporte pas me forcer à faire les choses. Quand tu dis non parce que t'as peur, c'est pas la même chose. Quand tu dis non pour monter ta boîte, quand tu dis non pour parler à Bercy devant 25 000 personnes, c'est pas le même non du tout. Donc moi, je refuse de laisser la peur dicter ce que je vais faire de ma vie. Parce que sinon, tu passes à côté tout le temps. Donc moi, c'est ma règle. Donc du coup, ce jour-là, j'ai dit, ouais, j'ai peur de le faire, j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'être collée. Voilà, si tu choisis Macron, tu choisis Macron. Mais j'avais hyper envie de le faire. Et donc voilà comment je suis arrivée à faire les jeunes avec Macron. Et comme, vous voyez l'existence, les lois de l'attractivité, l'équipe d'Emmanuel Macron voit la vidéo du débat en ligne sur YouTube. Et c'est Ismaël Emélien, qui est devenu un très bon ami et qui est aujourd'hui conseiller spécial d'Emmanuel, qui m'appelle, que je n'avais jamais rencontré, et qui me dit, on aimerait que tu viennes lancer la mutualité le 12 juillet 2016. Et là, je lui dis, je ne suis pas en marche, parce que j'avais trouvé le 6 avril un peu décevant. La vidéo, pas bien et tout. Et donc, il me dit, si tu as envie de t'engager avec nous, viens le raconter sur scène. Et donc, je clique pour devenir marcheuse le 11 juillet, et je me dis, je vais aller le raconter sur scène, devant les 3500 personnes, les 400 journalistes. Et là, surtout, les lois de l'attractivité encore, et les trucs qui s'enchaînent. Donc, je fais la mutualité pour Macron. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment, il y avait un énorme buzz autour de ce truc-là, etc. Je lance ce truc, et là, l'équipe me propose de devenir déléguée nationale d'En Marche. Et là, quand même, je me dis, c'est dingue. J'avais décidé de m'engager pour cette campagne. Et voilà, déléguée nationale du mouvement qui vient tout... Et surtout, ça correspondait vachement à un ADN qui, pour moi, était important. J'avais vachement peur, en rentrant en France, de m'ennuyer. Enfin, pas de m'ennuyer, mais de ne pas retrouver le même ADN, genre just do it, on est des innovateurs, machin. Là. Je vous caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, quand je suis rentrée, En Marche, pour moi, a représenté ce projet entrepreneurial. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'était politique, bien sûr, il y avait une vision de la société, mais pour moi, il y avait cette énergie du... Enfin, je veux dire, on était 4 rue des Plantes, dans un truc pourri. Ça me faisait vraiment penser au garage dans lequel j'ai vu Airbnb quand je les ai interviewés la première fois. Et maintenant, les mecs, ils ont les plus beaux bureaux de la Silicon Valley. Et là, je nous vois sous 42 chaleurs dans ce truc pourri rue des Plantes. Et le 14 mai, quand j'étais là pour la passation de pouvoir et que je le regarde et je dis félicitations, je me suis dit, c'est dingue quand même ce qu'on vient de faire. Et pour moi, je l'ai vécu comme ça, comme un projet entrepreneurial. D'ailleurs, c'est drôle, je vous ai toujours pas dit que j'avais remonté Accel Agency à Paris quand je suis rentrée. Mais parce qu'en fait, pour moi, le projet passion, le projet flippant, le projet d'entrepreneur, ça a été En Marche. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans le livre. C'est pour ça que, évidemment, il y a un contexte politique, etc. Mais j'ai voulu raconter tous les moments où tu te dis on va jamais y arriver, tous les moments où tout le monde te dit mais t'es dingue, mais il va faire 5% et puis tu vas être marqué au fer rouge et tout. Ok, ça va. Ça va, c'est pas non plus l'extrême gauche ou l'extrême droite, quoi. Et ouais, mais quand même. Et donc j'étais là, bon. Et du coup, et puis alors moi j'ai un truc que plus les gens me disaient t'es dingue, ça marchera jamais, je vous donne un conseil. Quand les gens vous disent que votre nouveau projet là, votre passion, le truc que vous avez dans la tête, ça marchera jamais, c'est extrêmement bon signe. Parce que, non, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit ça aux États-Unis, si tout le monde pense que ton idée est géniale dès le départ, c'est que tu es dans une file d'attente. Attends, ça va monter, tu vas voir, ça va remonter. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu disruptes, ce mot est un peu, si tu bouscules vraiment les choses et les gens, ça embête tout le monde. Il n'y a jamais personne qui a trouvé qu'une idée innovante était top dès le départ. Est-ce que vous savez, après la mort, les 2 choses qui traumatisent le plus les gens? Le divorce et le déménagement. J'ai jamais vu, on est quand même très traumatisé quand on doit déménager. Je sais pas pourquoi ça nous embête autant, mais en fait c'est parce qu'il faut changer quelque chose. Il faut changer sa vie, il faut changer ses habitudes, il faut changer son quartier. Donc si vous avez une idée qui est vraiment innovante, qui bouscule vraiment la société, si votre projet passion dans votre tête, il est dingue, il doit vous faire tellement peur, tellement il est énorme. Vos rêves, ils doivent vous faire vraiment flipper, parce que les gens doivent vous dire dès le début, oula, non, franchement, et moi, Macron, c'était ça, tout le monde me disait, non mais honnêtement, 38 ans, jamais élu, pas de parti. J'étais là,
Et plus on me disait ça, je disais, mais on va tellement le faire, t'as tellement pas vu. Et donc moi, je me suis vraiment retrouvée encore plus dans un esprit d'innovation, de machin, que quand j'étais là-bas. Et donc ça m'a vachement portée. Et puis ça donnait du sens à mon rôle. Je sais pas pour vous, mais c'est toujours plus agréable quand on voit le sens de sa vie, quoi. C'est-à-dire quand on sait, c'est Picasso qui disait, le but de la vie, c'est de trouver ce pourquoi on est fait, et le sens de la vie, c'est de le partager. Et donc, moi, j'avais l'impression que je faisais une bonne campagne. Ouais, je vous laisse le temps de noter. J'aurais dû faire des slides, en fait. Non, mais elle est vachement bien, celle-là, quand même. Ouais, je suis d'accord. Elle est vachement porteuse. Donc, c'est le but de la vie, c'est de savoir ce pourquoi on est fait. Et le sens de la vie, c'est de le partager. Et moi, là, dans la campagne, j'ai l'impression que je faisais quelque chose de très, très bien. C'est-à-dire, moi, encore une fois, j'ai pas beaucoup de talent, mais je suis hyper passionnée. Un peu. Et j'aime convaincre, j'aime faire partager ce en quoi je crois. Et j'aime les projets impossibles. Et voilà, il y avait tout pour moi. Et ça, je savais que j'allais bien le faire. Et que j'allais le faire avec passion. Et en plus, c'était un truc que je pouvais partager à une échelle incroyable. C'est-à-dire, on jouait pour moi... franchement, on jouait le futur du pays, quoi. J'avais cette impression-là. Donc, je me réveillais tous les matins. Je disais, t'es pas rentré pour rien, quoi. Et donc, j'étais là. Et c'était machin. Et ça, c'est quand même hyper fort. Et ça m'a vachement portée. Et je veux pas romantiser parce que Clara, Béatrice, tous les gens ici qui essayent de se lancer dans des projets le savent très bien. C'est pas super tous les jours. C'est même affreux. Et moi, affreux, n'exagérons rien. Mais je trouve qu'on romantise vachement l'entrepreneuriat, les lancements de projets et tout. C'est hyper dur. Parfois, moi, j'aime bien dire, il faut pas suivre ta passion. Il faut suivre ce... En fait, je dis, pourquoi tu es prêt à souffrir, en fait? Pourquoi tu es prêt à souffrir. Parce que tu vas vachement souffrir. C'est très dur. Les projets passion, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tu lances quelque chose de nouveau et puis parce que ça te tient tellement à cœur. Et quand ça te tient tant à cœur, tout est douloureux. Tout. Quand ça marche pas comme tu veux, etc. Donc en fait, c'est un vrai effort, c'est une vraie souffrance, mais que moi je trouve très belle. Et puis je trouve que la liberté, puis ce que tu trouves, moi aussi ce que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est quand tu fais des projets plus grands que toi, et moi je crois qu'il faut monter une boîte pour faire des trucs plus grands que soi, pour changer la société. Surtout qu'il n'y a pas de petits paris. Les vies que Béatrice et Clara, elles changent ici, les 1200 personnes qui sont passées par là, c'est pas un petit pari, c'est pas une petite action, ça change la société. Moi, qui change une vie, change l'humanité, je le crois vachement. C'est juste différentes échelles. Et ça, tu y vas toujours, ça te porte beaucoup. Et donc, tu vas toujours dans ce genre de projet pour le collectif, pour la mission, pour la cause, etc. Et puis, en fait, tu découvres des trésors sur toi qui sont hallucinants. C'est-à-dire, tu découvres des choses, tu te dépasses, tu vois toutes tes faiblesses. Moi, je le raconte beaucoup parce que je pense qu'il faut le raconter beaucoup. Bah, d'ailleurs, on va en parler avec Clara quand je te laisserai parler, parce que je suis hyper Non, mais c'est toi qui parles. Le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, qui connaît le syndrome de l'imposteur? Levez les mains, soyez honnêtes. Voilà. Je sais, mais ouais, c'est horrible. Et le syndrome de l'imposteur, quand tu fais des choses nouvelles comme ça, où tu es hyper exposé, tu te le prends dans la figure tout le temps. Et ça, c'est hyper difficile. Et aussi, l'ego. Les égos dans les projets comme ça, moi, j'assume, tu es en besoin de... Parce qu'en plus, c'est un milieu qui est très particulier, que toi, tu découvres. Et en fait, tu dois toujours te poser la question, est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? Et ça, moi, je m'obligeais, parce que si tu fais de l'engagement 3.0, il faut que tout soit nouveau. Et il faut que ça attire des gens avec un différent état d'esprit. Et moi, toujours, j'étais là, Axel, c'est pas parce que t'as pas parlé à ce truc-là ou machin que machin. Et tu vois, tu dois tout le temps te checker parce que très vite, il y a des enjeux qui sont très forts et on a tous un ego. Et ça, je trouve ça hyper important. C'est pas mal du tout, moi, je crois. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Cynthia Fleury qui s'appelle Les Irremplaçables. Est-ce que vous connaissez Cynthia Fleury ou pas? Bon, c'est très, très bien. Et dans Les Irremplaçables, elle fait vachement la différence entre l'individuation et l'individualisme. Ils ne sont pas du tout la même chose. Et l'individuation, c'est le fait de pouvoir dire je sais qui je suis, donc je sais comment participer au collectif. Dans le jeu, je trouve comment participer au nous. C'est ça l'individuation, de savoir exactement qui l'on est. Et ça, c'est très très fort. Et il y a une frontière qui est très ténue entre dans un projet entrepreneurial ou dans une campagne, en disant voilà qui je suis avec ma vérité, mes petits talents et ce que je sais faire, comment je vais le faire, et dire je le fais pour moi, pour que j'existe, et ça, il faut toujours se checker. Et ça, je trouve que c'est dans n'importe quel projet. Voilà. Non, mais j'en ai marre, j'ai pas répondu à la question. Mais pour ça, tu vas continuer à parler. Non, bien sûr. Mais...
Mais non, mais t'as déjà dit plein de choses. Le syndrome de l'imposteur, je voulais quand même y revenir. J'aime bien tout le passage que t'écris là-dessus. Je vous cite quelques passages. Oui, parce qu'on te disait souvent que c'était super parce que t'étais très fraîche, la fraîcheur, voilà. Ah oui. Donc je l'ai en tout cas reçu plusieurs fois, ce truc de fraîcheur. Ça avait le don de m'exaspérer au début, comme si cela me rendait moins sérieuse ou crédible. Mon agacement témoignait de mon anxiété à ce sujet. Le syndrome de l'imposteur, il vous suit partout. Si vous le connaissez dans votre vie professionnelle, pas de raison que cela s'arrête quand vous décidez de vous investir dans la sphère politique. Je le traîne depuis toujours. Là, t'expliques un peu, et tu finis un peu plus loin en disant « Le syndrome de l'imposteur vous ramène à une idée de fraude permanente. Vous êtes là par chance, vous n'avez pas de talent. Et tout le monde va vite s'en rendre compte. Et puis, plus vous êtes mis en avant, plus vous souffrez. » Comment tu l'as vécu, ce truc Bien, du ce que je lis. Non, je l'ai vécu... Parce que c'est vrai que tu débarquais, tu débarques dans le monde politique, à la base tu connais rien, tu te retrouves délégué national, tu fais Bercy, tout ça, on y reviendra tout à l'heure, mais comment tu l'as vécu ce truc-là et comment surtout tu l'as dépassé, surmonté? Alors, je trouvais ça important d'en parler parce que, en fait, dès que je parle du syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens m'en parlent en fait. Et beaucoup de femmes, j'ai trouvé, je sais pas, il y a peut-être des hommes dans la salle, je fais pas du tout... C'est vrai que je l'ai beaucoup rencontré chez les femmes. Et en fait, je me dis, la seule façon de soigner ce truc-là, c'est d'en parler, c'est sûr et certain. Et puis, ce n'est qu'un syndrome, en fait. C'est pas forcément la réalité, mais on le ressent tellement, tellement fort, parfois. Et moi, c'est vrai que je le traîne tout le temps. Et c'est vrai que le mot fraîcheur me rendait dingue. Tellement fraîche, avec ces chiens. Ça veut dire que je suis genre moins forte qu'elle ou moins crédible, mais t'es fraîche. Je le prenais hyper mal. Parce que ça me renvoyait à mes propres angoisses. Et c'est marrant quand tu dis, t'avais jamais fait de politique, tu connaissais rien. Oui et non, c'est-à-dire qu'on fait tous... Enfin, moi, je crois que tout est politique. C'est-à-dire que tout parle de ta vision de la société. Donc, l'entrepreneur, il est déjà engagé. Switch, c'est une façon de dire à la société à laquelle tu crois. Donc, moi, j'aime bien dire que politique et civilité ne sont jamais si loin. La porte que vous allez tenir à la personne derrière vous, le sourire que vous allez faire dans le métro, etc. C'est déjà parler de la société à laquelle vous croyez. Donc moi, j'ai toujours cru que tout était un peu politique, qu'il y avait moi, j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Il y a des clients avec qui j'ai pas envie de bosser. J'aime pas ce qu'ils font, je crois pas à leur vision de la société, je le fais pas. Quand j'ai le luxe de pouvoir le faire, je préfère faire ça. Donc je connaissais rien au monde politique, mais j'ai toujours pensé qu'on était un peu responsable, chacun d'entre nous à sa place, de la société dans laquelle on croyait. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, dans ma vie professionnelle, il était plus lié Enfin, quand tu es exposé, et moi je ne sais pas pourquoi, mais même avant dans notre écosystème, etc., dès que j'étais exposée par rapport à mes années dans la Silicon Valley, quand toi tu arrives à peine à payer ton RSI, tu vois, je me dis c'est incroyable la dichotomie, enfin, ce que moi je sens comme galère dans ma vie professionnelle, et l'image que ton écosystème peut te renvoyer de toi, etc. Et ça c'est très difficile, d'autant plus quand tu as toujours lié le mot succès à ce que la société a envie qu'on appelle succès. Puis moi, un jour, j'ai essayé que le succès, c'était se réveiller tous les matins en accord avec soi. Moi, ça me va. C'est-à-dire se réveiller en accord avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Je crois que c'est quand même ce qui rend le plus heureux. Et la vraie vocation, c'est que ce qui te rend heureux et les besoins du monde, de la société, se rencontrent. Et d'être payé pour ça, parce qu'on ne vit pas au pays des bisounours, et de vivre de ça. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est très fort. Et du coup, effectivement, comme Accel Agency, il y a des mois où je galérais tellement et je voyais que j'étais vachement encensée et tout, j'étais là, oh, un jour ils vont se découvrir. Et puis moi, on commence à titrer genre l'entrepreneur qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron et tout. Je dis, il faudra que je dise dans la prochaine interview que je suis toute seule dans ma boîte, sinon ils vont croire que je suis Xavier Niel, quoi. Et donc, ouais, j'avais des trucs comme ça. Parce que moi, en fait, non, je ne suis pas vraiment un entrepreneur. Je suis freelancer. Parce que ouais, il faudra que je le dise. Il faudra que je le dise. Parce que sinon... Et l'oreille d'Emmanuel Macron, il faudra bien que je dise, ouais, mais enfin, bon, je ne suis pas sa garde rapprochée, je ne le vois pas tous les jours non plus. Tu vois, j'avais une obsession de l'imposture. Il faut vraiment que je dise que pour... Et ça, c'est terrible. C'est un espèce de truc de vulnérabilité. Et la seule façon de lutter contre, je trouve, c'est d'en parler, de savoir qu'il est partagé, de le reconnaître. Je trouve que entre un problème... enfin, voir ça, c'est quand même déjà une façon de se voir faire et de pouvoir lutter contre. Et donc, la seule façon de lutter contre ce syndrome de l'imposteur, c'est de faire. C'est de dépasser sa peur. La peur, elle ne part jamais de toute façon. Ça, j'ai une hyper mauvaise nouvelle pour vous. Hein. Mais... le courage, c'est un muscle, quoi.
Et ça, j'adore, c'est la phrase que vous avez partagée d'ailleurs avec Béatrice sur les réseaux. C'était quand vous avez mis c'est le courage qui fait le héros ou l'héroïne. C'est-à-dire que de toute façon, les gens sans peur, ça n'existe pas. Je pense toujours même aux mecs qui font des wingsuits, là, vous voyez, des trucs comme ça. Je me dis, mais eux, en fait, un médecin m'avait expliqué, eux, en fait, c'est pire que ça, c'est des addicts à l'adrénaline, mais c'est pas plus héroïque que ça. C'est-à-dire, ils peuvent pas vivre sans ça, mais le courage, c'est un muscle. Et le courage, ça, c'est sûr, ça se développe. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Mais par contre, est-ce qu'il faut toujours vivre d'une façon à ne jamais avoir peur? Pour moi, c'est le contraire de vivre sa vie. Il faut juste l'accepter, il faut la traverser comme le feu. Et donc, le syndrome d'imposteur, dans ce milieu-là, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu te dis, c'est un syndrome, j'ai les boules, mais je peux le faire. Et c'est marrant parce que le mot fraîcheur, qui était plutôt sympa, on disait, ma réaction au mot, on disait plus sur moi que sur celui qui l'a prononcé, finalement. Mais c'est toujours comme ça. Vous savez, quand vous engueulez avec quelqu'un, que quelqu'un vous insulte, je ne veux pas faire mon maître Yoda, mais dans un moment d'extrême alignement, vous pouvez vous dire, bon, ça en dit plus sur lui ou sur elle. Si vous engueulez avec votre mec ou votre nana, ou je sais pas, dites, bon, alors là, il n'est pas bien aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien fait de mal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide. Et puis, le cerveau, le courage est un muscle et le cerveau aussi. Donc, ça, c'est vrai pour tous. On l'a tous vu. Plus vous faites, plus ça dédramatise, plus ça désacralise. La première télé, vous êtes traumatisé. Moi, j'en avais fait les télés, mais que dans mon écosystème. La première télé, le 16 novembre, Macron annonce qu'il est candidat. On m'envoie commenter le truc. Je me retrouve en face du porte-parole de Montebourg. 25 ans de PS. Je me dis, la vache. Et là, je me dis, ça va être sport. Et en fait, moi, quelque part, le fait d'en avoir jamais fait faisait que si, moi, je me souvenais très bien de tout ce qui m'insupportait en tant que citoyenne depuis 25 ans devant mon écran, quoi. Donc, tous ces éléments de langage... D'ailleurs, l'équipe d'Emmanuel Macron déteste que je dise ça, mais je dis quand même, je déteste ces éléments de langage. Et quand on m'en envoie, t'as lu? Ouais, carrément. Et en fait, je ne le lis pas, parce que d'abord, quand on est vraiment passionné par quelque chose, on sait comment en parler. L'erreur est humaine. C'est pas... Il y a un truc ici... Mais ça va, le droit à l'erreur est possible. Et puis, en tant que citoyenne, parce que moi, je ne me vois pas du tout comme une femme politique, je n'ai pas de mandat politique, je suis juste une citoyenne engagée, je sais ce qui m'exaspérait devant mon écran pendant 30 ans. Non. Et les petits montages de quotidien, là, tu vois 50 fois les mêmes trucs. Moi, j'ai pas envie de finir dans ces montages. D'ailleurs, quand je finis dans ces montages, ça me déprime totalement. Je dis, ah non, c'est pas possible, zut. Et du coup, voilà, donc cette fraîcheur, quand même, c'était aussi... Enfin, c'est toujours pareil. Tout ce qu'on pense être nos pires handicaps, tout ce qu'on cache, toutes nos zones d'ombre, machin... Le jour où tu te rends compte que c'était force, là aussi, il y a un switch qui se fait. C'est comme quand je me suis fait virer de mon job et que je me suis dit la honte totale. Et en fait, le jour où tu switches dans ta tête, tu te dis, attends, tout ce qui me fait honte chez moi, tout ce qui fait que je ne rentre pas dans les cases, attends, et si c'était ma chance? Et bien, une fois que vous avez fait ce switch-là dans votre tête, vous voyez ce que je veux dire? Ça change toute la... Enfin, l'image se renverse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que... Voilà, ne pas rentrer dans les cases, c'est que vous n'êtes pas des carrés, hein. Vous êtes peut-être autre chose et c'est pas si mal en fait. Et puis la société, elle a besoin de ça et je pense que, en fait, c'est le plus gros défi. Je trouve on a cette injonction. C'est pas générationnel, je pense que c'est très grand de nous dire mais sois toi-même, vis ta vie, sois libre, exprime-toi. Oula, ouais, non, mais alors pas comme ça. Un petit peu plus comme ça. Alors en fait, t'as des espèces d'injonctions qui sont toujours contraires. Et donc, être soi, ça a l'air hyper bateau, hyper développement personnel, mais c'est la clé de tout, en fait, parce que c'est le plus grand combat de l'existence, parce que tu ne vis plus ta vie de la même façon. Tu ne te comportes plus avec les gens de la même façon, parce que tu n'as pas les regrets qui te bouffent la tête, les trucs, en fait, que tu peux pas... qui te collent à l'intérieur de toi et qui te rendent hyper malheureux. Donc, c'est quand même le plus gros défi. Et être soi, je ne veux pas faire... Je ne sais pas si c'est la fin du travail ou pas, je ne crois pas que ce soit la fin du travail, je suis contre le revenu universel, mais je pense que quand même, c'est pour ça que dans Switch, ce qui est important, c'est que ouais, être soi et faire quelque chose qui est en cohérence totale avec ce qu'on est, moi je trouve que ça donne un sens incroyable à la vie. Je trouve que c'est un projet qui est hyper beau, quoi. Donc c'est un combat qui mérite vachement d'être mené. Et quand le syndrome de l'imposteur est hyper envahissant, par exemple je l'ai eu pour Bercy, quand ils m'ont demandé... Je reçois un coup de fil à 22h, le 16 avril, et le directeur de campagne d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Gérien, m'envoie un SMS. « Coucou Axel, Emmanuel aimerait que tu parles avant lui demain, un truc un peu comme la mutualité, sympa, 6-7 minutes, gros bisous. » Et donc je me suis dit, ça je la raconte dans le livre, je me suis dit, attends,
demain Bercy ?» Et il dit « Ouais !» Et je dis « Appelle-moi s'il y a un problème. » J'appelle. Et là, je lui dis « Jean-Marie, je crois qu'il y a un énorme problème là. » Il me dit « Non mais écoute, vraiment cool, enfin, tu racontes la campagne, voilà, on est 5 jours avant le premier tour, bon esprit, l'esprit de la mutualité, quoi. » Et donc, il me dit « Tu boucles la boucle. » Je dis « Mais j'ai rien écrit, j'ai rien fait, j'ai même pas vu la salle, quoi. » Ça va le faire. Et là, je m'apprête à envoyer un SMS. Le SMS, vous savez, vous dire « Écoute, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. » Et là, je me rappelle, quelle est ma règle d'or ? Exactement. Donc, j'allais dire non quand on a peur. Là, je dis « Est-ce que tu as envie de le faire ? Et tu as peur ? Ou est-ce que tu n'as pas du tout envie de le faire ?» Tu as hyper envie de le faire. La preuve, très bon test, j'ai écrit en 10 minutes. Si vous saviez comment j'ai passé cette soirée, d'ailleurs, je vais vous le dire. Je crois que je vais dire... J'ai écrit en 10 minutes, j'envoie à Ismaël et Julien de Normandie, qui étaient venus vraiment des très bons potes dans la campagne. Eux, alors Julien, ce con, il me dit, tu te rends compte qu'avant toi, c'était U2 qui a joué dans le truc. Très relaxant, Julien, excellent. Et donc je dis, tu peux regarder le texte, s'il te plaît ? Et Ismaël me dit, nickel, pas de problème, à demain. Et donc alors là, en fait, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire à part angoisser à partir de ce moment-là ? Moi, j'ai une règle quand je prends la parole, je ne veux pas connaître mon texte par cœur. Alors après, chacun fait comme il veut, mais alors, j'aime pas avoir mon papier, parce que je trouve que ça coupe de la salle. La seule fois où je l'ai fait, j'ai détesté, donc pas de papier. Et donc, je me dis, de toute façon, c'est toujours mon espèce de règle, si tu sais ce que tu veux partager avec eux, tu t'en souviendras, ne bute pas sur un mot que tu as oublié, etc. Et puis, c'est une salle bienveillante, a priori. C'est-à-dire, et puis les gens sont toujours bien plus bienveillants qu'on l'imagine. Et donc là, c'est la famille. C'est une grande famille de 25 000 personnes, mais c'était les gens d'En Marche. Donc je me dis, ils ne vont pas me jeter... Remarque. Ils ne vont pas me jeter des pommes. Mais bon, alors je me dis, en fait, là, tu n'as plus qu'à déconnecter. Et donc, je vous donne parce que dans une campagne ou dans des projets passion comme ça, on s'oublie vachement soi. Physiquement, je veux dire. Et ça, c'est hyper dangereux. Et ça, je vous le dis, moi, j'ai toujours gardé le yoga, la méditation et le journaling tous les jours de la campagne. Si ça voulait dire faire du yoga 20 minutes dans un train, c'était du yoga 20 minutes dans un train. C'était se trimballer mon tapis de yoga de voyage avec moi dans mon hôtel, c'était avoir mon tapis de yoga de voyage avec moi dans mon hôtel. Le journaling, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « À la manière de l'artiste » de Cameron The Artist's Way. Et donc, c'est comment réveiller la créativité en vous, laisser libre cours à vos passions, à vos projets, les faire naître. Et donc, en cette semaine, elle vous donne des conseils. Et vous ne les retenez pas tous dans le livre, mais moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est les 750 mots par jour, tous les matins. Donc, c'est 3 pages. Je l'ai fait tous les jours depuis le 6 juin. Vraiment, en 2016, je m'en souviens extrêmement bien. Et ça, en fait, c'est une discipline que je me suis créée parce que ça fait un bien. Donc, le journaling, c'est quasiment de l'écriture automatique. Vous ne relisez pas. Vous mettez tous les matins, ça prend 10 minutes. Et de toute façon, moins vous avez de temps, plus il faut en prendre pour le faire. Le journaling, vous mettez... Et je n'ai pas du tout utilisé le journaling pour mon livre. Ce n'est pas du tout l'objet. Parfois, j'étais tellement angoissée. Vous savez, quand je relisais mes carnets, j'arrive à peine à me relire certains jours. C'est 3 pages que vous écrivez tous les jours. Et ça, c'est vachement utile. Et c'est même prouvé scientifiquement. En fait, le fait de voir écrire vos angoisses... Mais ça peut être des grandes joies, certains jours que vous racontez. Et bien, le fait de voir écrire ce qui vous angoisse, ce qui vous fait flipper, etc., et bien, en fait, il y a déjà une distance qui se crée entre vous et le ressenti que vous avez. Et il y a un docteur qui a même prouvé que, par exemple, parler de vous-même à la 3e personne calme. Par exemple, disons, au lieu de dire j'angoisse, tu dis Clara angoisse. Tu parles de toi à la 3e personne. Et en fait, le médecin a prouvé que ça crée une désintermédiarisation entre toi et ton angoisse. Donc moi, j'avais quand même bossé... la Californie, pour ça, est excellent, parce que tu passes pas pour une Uberlube quand tu fais tout ça. Et donc, du coup, le yoga, le journaling et la méditation, moi, je voyais ça comme des ressources de productivité, d'énergie que j'avais pour moi, et de déconnexion, qui étaient hyper importantes. Donc, je les ai utilisées tous les jours. Donc, ce que je fais, 10h30, je débranche mon téléphone et je mate une série pourrie sur Netflix. Je m'endors et je parlais à 15h. Et la nana de la prod, Valérie, me dit « Viens à 13h quand même pour te familiariser avec la salle. » Merci. Et du coup, je me dis en fait, ça ne sert à rien d'y aller trop tôt, parce qu'à Mutualité, j'avais été beaucoup trop tôt et j'avais vachement angoissé. Je fais un yoga, je fais mon journaling, je médite, je pars en legging et marcel. Véridique. Je me dis comme ça, je me changerai au dernier moment. Vous voyez, juste parce que le cerveau, il ne voit pas quand vous mentez ou pas.
Donc par exemple, quand un jour vous êtes très très triste et que vous souriez, votre cerveau ne sait pas si votre sourire est faux ou pas. C'est-à-dire, il n'arrive pas. Donc, fake it till you make it, c'est une vraie réalité. Donc, je me dis, fais comme si tu étais méga relax. Donc, du coup, je prends mon sac et tout avec mes fringues, j'y vais en truc de sport, j'arrive à Bercy, salut, salut. Emmanuel, en plus, Macron arrivait en même temps que moi, donc je dis, salut Emmanuel, ça va? Il me dit la forme, je dis, ouais, tranquille. Et puis, complètement. Et donc, du coup, j'arrive. La salle, bon alors Bercy vide, hein, je ne sais pas si vous imaginez. En plus, c'était le truc en long comme ça. Et donc, en fait, je me dis, bon, t'es tétanisée, t'as qu'une envie. Vous savez, le moment où vous dites, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi, en fait, j'ai dit oui dans ce moment-là? Et en même temps, une envie tellement... Enfin, il y a des évidences, je savais exactement ce que je voulais leur dire et tout. Et donc, je ne sais pas, Switch, pour moi, je vois Switch comme une communauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre squad, quand vous l'échangez. Et dans ces cas-là, pourtant, moi, je suis très, très introvertie. Je sais, ça ne se voit pas forcément, mais ça n'a rien à voir avec la timidité. Je le précise toujours, parce que ça choque toujours les gens. Moi, je suis très solitaire, je suis très indépendante. Donc, je vais avoir tendance, dans un moment de flip ou d'angoisse, à vachement me replier sur moi. Donc, je ne suis pas du tout le genre de copine à vous appeler à 3h du matin. Je suis en bad. Je vais vivre mon bad toute seule. Mais là, je me dis quand même, et puis j'allais trouver la force de ma communauté, en fait. Et en fait, je demande à Zineb, Thibaut, enfin, c'est des personnages qui apparaissent vachement dans mon livre, parce que, en fait... je me repose vachement sur... Il y a des gens qui sont hyper bienveillants, qui ont le beau regard, qui sont juste là. Et donc Zineb, elle m'accompagne pendant les 2 heures, on répète 2-3 fois, je me change, on se fait des blagues et tout, et puis ça allait, parce qu'en fait, entre la différence entre la mutualité, et en fait, dans le premier chapitre le deuxième chapitre du livre, c'est la mutualité, tu ne sens que mon angoisse. À Bercy, tu sens tout ce que j'ai construit, tu sens la théorie de l'exposition, le cerveau qui est un muscle, tu vois tout ce que j'ai réussi, enfin, tous les petits défis que je me suis lancés. Et donc, en fait, j'ai un peu plus confiance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bon sang, Axel, regarde les 8 mois que tu viens de faire. Bercy, tu peux le faire. Et ce que je me dis sur le syndrome de l'imposteur, je me dis, si toi, tu ne crois pas en toi, il y a quand même un mec qui joue l'élection présidentielle, 4 jours avant le premier tour, qui a dit, c'est elle qui parle. Donc, si toi, tu n'arrives pas à te regarder avec des yeux bienveillants, regarde ceux qui le font pour toi. Et donc, il y avait plein de gens qui venaient de me dire, mais nous, on a trop confiance en toi. Et ça aide vachement. Dans le syndrome de l'imposteur, bon bah si eux, c'est pas des kamikazes non plus, on joue quand même hyper gros. Donc, je passe au temps avec Zineb et je fais un truc. Donc vous voyez, Bercy, il y avait la fosse avec tous les gens qui rentraient, et ils mettaient de la musique, genre Bob Sinclair, machin, il chauffe. Ouais, de bonne musique. Et du coup, je me dis, je vais rester avec la salle pour prendre l'ambiance et tout. Et donc en fait, ça m'a sauvée. Parce qu'en fait, moi, je crois aux lois de l'attractivité. Je crois, vous savez, quand vous arrivez dans une pièce et il y a des gens qui ont des bonnes vibes ou des mauvaises vibes, je sais pas, moi, je suis hyper sensible à ça. Et du coup, je me dis, je vais prendre leurs bonnes vibes, en fait, tout simplement, et je vais me greffer à eux. Je vais me greffer à l'énergie de la salle parce qu'elle va complètement bloquer la mienne, qui était vraiment très stressée. Et donc, je danse avec la salle, etc. Et je le raconte dans le livre, c'est marrant, j'ai failli pas le mettre, mais puis, finalement, c'est l'éditeur qui m'a dit, parce que je trouvais que c'était un détail. Et mon éditeur, il trouvait... En fait, je lui raconte au téléphone, il me dit, mais ça, c'est pas dans le chapitre. Je dis, ouais, mais c'est un détail. Il me dit, ah non, c'est pas du tout un détail. Et en fait, avant de monter, je dis à Zineb, est-ce que tu peux me trouver un stylo? Et donc, Zineb, c'était 5 minutes avant de monter sur scène, même pas. Et elle trouve le stylo, et dans ma main, j'écris kiff. K-I-F. Parce qu'en fait, je me dis, vous savez, il y a des moments où on a tellement de stress qu'on oublie qu'on est en train de vivre un truc un peu génial, en fait. Ou un truc qu'on vivra peut-être plus jamais dans sa vie. Enfin, et puis... la chance de porter ce à quoi l'on croit, la société à laquelle on croit, devant autant de gens, d'avoir un porte-voix qu'on vous tend, je dis bon sang Axel, kiffe un peu, parce que ça va te passer le moment, tu vas le vivre que dans le stress, alors que c'est une chance incroyable. Et ce mot sur ma main m'a sauvée, j'ai mis kiff, j'ai fermé ma main comme ça, j'ai laissé mon papier à Zineb et je suis montée sur scène. Si vous voulez, la vidéo est en ligne, vous allez vous marrer, parce que j'ai l'air complètement... je suis là à faire des hola et tout le monde, enfin, je ne sais même plus. Je ne sais plus, c'est très drôle. Et du coup voilà, et Bercy, je voulais raconter, pas pour raconter le délire de jouer Madonna pendant 10 minutes. Non, je voulais le raconter... Non, mais il y a 2 choses auxquelles j'ai toujours pensé dans le livre. Un, moi je suis féministe, hein, pas tellement dans une association, dans le discours, etc., mais j'espère que mon parcours... Enfin, je me dis toujours... Parce que je suis au bord d'un incubateur qui s'appelle Paris Pionnière. Je ne sais pas si vous connaissez, où il faut au moins avoir une femme fondatrice pour être dessus. Et ce qui revient toujours chez les startups, c'est le manque de rôle modèle, le manque d'accompagnement. Et donc moi, je me dis, s'il y a une femme qui me voit sur scène, là, en train de faire yeah, et qui se dit, si cette fille-là, elle l'a fait,
moi je peux le faire. Là, moi j'ai l'impression de jouer quelque chose qui est aussi hyper important pour moi. Et je voulais le raconter aussi parce que moi je sais pas, j'ai juste imaginé bizarrement que plein de trucs que j'avais ressentis très personnellement peuvent être des émotions partagées. Que des angoisses hyper personnelles que j'ai vécues peuvent être des émotions, enfin je veux dire la peur, tout ça, et je supporte pas l'idée, je sais pas, j'aime pas l'idée que l'individu passe à côté de son potentiel. C'est un truc qui me rend dingue. Et je trouve parfois que la société, elle oublie de nous dire à quel point, enfin je sais pas, il y a 80 personnes dans cette salle, je vais trouver au moins un talent chez chacun d'entre vous, je vais trouver un truc incroyable qui vous rend incroyablement puissant, et je trouve que la société ne le dit pas assez. Et il n'y a personne qui est Wonder Woman. Moi, j'ai tout le temps entendu, mais comment t'as fait? Non, moi, je ne suis pas du tout Wonder Woman. J'ai flippé chaque jour de cette campagne. Et je l'ai fait quand même. Et je voulais aussi projeter ça. C'est-à-dire que cette histoire, vous dites, si moi je le fais, vous pouvez complètement le faire. Et aussi vous dire qu'il y a un truc incroyablement fort à rencontrer son potentiel. Et à enlever l'ennemi entre les deux oreilles. Parce que parfois, il y a la société, nos familles, nos amis, etc. Mais parfois, j'ai l'impression que l'autocensure, enfin, on se la fait un peu tout seul, en fait. Et qu'il y a un truc incroyable du fait d'un coup se dire « Oh, ce truc que je ne pensais pas pouvoir faire, je peux le faire. » Et je l'ai rencontré chez tellement de gens, tellement de personnes. Donc, c'était aussi ça, en fait, ce que je voulais raconter. Je suis tellement longue dans mes réponses. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, est-ce que vous avez des questions Voilà, je suis désolée. Pour Axel? Ah oui, n'hésitez pas. Soyez vraiment pas timide. Tu répètes la question. Quelle est la suite? C'est drôle cette question. Alors déjà, j'ai écrit un livre, c'est pas mal. J'ai fait la campagne. Sauf que le livre, il n'était pas du tout anticipé. J'ai pris aucune note pendant la campagne, aucune. C'est juste, donc, dans le livre, je raconte, le dernier chapitre s'appelle « Un thé à Matignon ». Parce qu'effectivement, j'ai eu un coup de fil de Matignon, j'ai eu mon rendez-vous avec Édouard Philippe, et donc je raconte ce qu'on ressent quand... En fait, il y a une pression qui se met sur vous quand vous gagnez... À partir du 7 mai, vous voyez votre tronche aux 20h dans les potentiels ministrables. Et là... Vous savez, c'est comme quand, je ne sais pas, parfois je prends cet exemple, quand vous êtes une femme et que vous décidez que vous ne voulez pas avoir d'enfants et que c'est très difficile à assumer pour la société. Ben là, c'est la même chose. Je me dis, bon sang, est-ce que j'ai le droit de ne pas vouloir? Ou est-ce que j'ai le droit que ça ne soit pas complètement... Ou est-ce que c'est genre de... Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression que la société venait de décider pour moi. Bon, ben en fait, ça, tu ne peux pas dire, enfin, ça ne se fait pas. Et si tu fais une campagne... Et en plus, ça dit quand même quelque chose de notre vision de la politique et de l'engagement. Si tu fais une campagne, c'est forcément pour ça. Et moi, on me trouvait hyper langue de bois. Une fois, je me suis même fait insulter. « Oh, Mère Teresa !» Je dis « Mais non, mais c'est dingue !» Je dis « Mais non, moi j'avoue. » Et s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand vous êtes hyper focus sur un seul objectif, vous n'en avez pas un, vous n'en avez pas deux. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui est persévérant et qui est hyper focus. C'est vraiment la différence entre l'échec et la réussite. Et donc moi, j'avais tellement vécu ça comme un projet entrepreneurial, j'étais là, ok, donc je suis déléguée nationale, objectif 7 mai, Emmanuel Macron, Élysée. Et vous vous réveillez tous les matins vers cet objectif-là. Donc moi, j'étais pas du tout dans la projection. Parce que, comme un entrepreneur, j'étais vraiment dans ce truc-là. J'ai pas du tout eu un blues de campagne, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai eu l'après, parce que là, d'un coup, c'est les journalistes, votre téléphone, c'est 80 appels par jour, hein. Et tout devient lunaire. Je la raconte dans le livre, moi j'avais des messages genre « Axel, il paraît que tu seras sûrement à Cannes la semaine prochaine » parce qu'il y avait la rumeur que j'étais ministre de la Culture. Hein. Et j'étais à Cannes, tu vas voir, la sélection est incroyable. Je disais « Mais qu'est-ce qui se passe hein ?» Et en fait, du coup, là, c'est au début, vous vous marrez, vous montrez les textos à votre mère et tout. Et après, vous voyez quand votre vie, vous avez une pression affreuse entre ce que le cœur sait ce qu'il veut et que la tête n'arrive pas. Et en fait, cette espèce de dichotomie qui se crée. Et là, je vis 10 jours horribles, mais vraiment horribles. Et puis la fatigue physique et psychologique d'une campagne. C'était vraiment... Et donc, je reçois ce fameux coup de fil de Matignon à 20... Ça, c'est comme 22h10. Oui, bonjour, le Premier ministre aimerait vous voir demain à 8h. Bonne soirée. Et là, tu sais, maman, je vais t'appeler. Tu sais, ah bon, machin. Et c'est ma mère qui m'a accompagnée, je le raconte. C'est drôle parce que je faisais une émission de télé cet après-midi.
Et le mec me dit, alors on y va avec maman? Je dis, bah ouais, on y va avec maman, ouais. Désolée, moi j'ai pas fait ça toute ma vie, j'étais quand même tétanisée. Maman me propose de m'accompagner, donc évidemment, donc maman vient me chercher à 7h30. Et c'était horrible. Et en plus, je vais vous dire, l'état de fatigue, c'est genre, quand il m'appelle à 22h, je dis, bon sang, je dois me lever à 7h. Tellement j'étais crevée. Parce que moi, vous voyez, je m'étais mis un objectif qui était le 7 mai. Donc après, vous voyez, physiquement, je rentrais en phase de décompression totale. Donc mon corps était en train de me lâcher d'une façon, mais tout devenait une lutte pour moi. Prendre un café avec une pote, c'était une lutte pour moi. Je sais, ça se voit pas, mais je suis hyper introvertie, donc j'ai besoin d'être seule, vachement souvent. Et j'avais tellement été en représentation et en échange, tout le temps dans des contextes tellement différents que mon rêve, c'était d'avoir une semaine avec rien. Genre, vous savez, la semaine où la journée, rien. Genre, et ne voir personne, et écrire, et regarder Netflix. Je me dis, déjà, je vais faire ça pendant 4-5 jours, ça va me faire trop de bien. Et donc, votre corps décompresse. Et donc, quand Matignon m'appelle, je me dis, bon sang, waouh. Et après, et en plus, j'avais l'impression, je supportais plus me voir dans une glace, quoi. J'étais là, t'as l'air défoncé de fatigue, et demain, tu dois être à un conseil des ministres et prendre les décisions pour la France, bien sûr. Et donc, du coup, par exemple, moi, j'aime pas du tout le storytelling, là, autour d'Emmanuel Macron, du genre, il dort 3 heures, c'est l'homme trop fort. Je trouve ça hyper ringard. Le truc hyper moderne, c'est de dire, on dort, on fait du sport, les gens prennent soin d'eux, se nourrissent bien. Ça, j'aurais trouvé ça beaucoup plus moderne. Passons. Donc, du coup, ouais, je trouve ça vraiment naze, ce truc. Et du coup, c'est filmé. Oui, enfin bon, chacun son rythme. Tout le monde n'est pas fait pareil. Non, ceci dit, vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment un discours hyper old school, une vision du travail que je trouve... Et puis, on ne peut pas prêcher une nouvelle façon de travailler, voilà, le sport au travail, etc., et tenir ce genre de discours. Donc, je me retrouve à Matignon, et là, je me dis, la seule façon de prendre... Parce que j'ai une obsession aussi dans le livre qui est toujours de dire oui pour les bonnes raisons, de pas me renier. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes dans un environnement, comme dans des métiers, comme des choses, où la tentation de faire des compromis... Enfin, j'avais pas envie de faire des compromis avec moi, voilà. Et donc, je dis, ah, ça, tu te respectes du début jusqu'à la fin. Et donc, j'arrive à Matignon, et là, drôle, par exemple, donc, Édouard Philippe, il n'y avait que des couvertures sur lui. Vous voyez, j'arrive dans le salon, et donc, je me dis, bon, pour les faire chier, je vais prendre Benzema, le grand entretien, l'équipe. Et donc, je lis ça comme c'était le seul truc où il n'était pas en couverture. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais lire ça et tout. Et il arrive, et là, je me retrouve dans son bureau, et là, je me dis, en fait... Le cœur et la tête, là, sont en conflit depuis 10 jours, tu le sens. Donc, la première chose que tu vas faire, si c'est un poste, peut-être qu'on était là pour prendre un thé, je ne sais pas. Si jamais il y a un poste en discussion, tu réponds avec le premier feeling que tu as eu physiquement. Mais même physiquement dans ton corps, quoi. Ce que tu vas ressentir dans tes tripes. Et donc, il dit, c'est pas une proposition, c'est une discussion. Faut pas que je m'envole, hein. Et donc, je dis oui, tout à fait. Et donc, je lui dis, de quoi discutons-nous? C'est-à-dire, moi, j'étais hyper impatiente. J'étais là, bon, allez, vas-y, dis-le, là, que je sache. Et donc, il dit le poste. Et du coup, moi, je sens tout de suite que ça, c'est... En fait, le mot « non » arrive dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans que je le prononce. Et donc, il y a une discussion de 20 minutes, très bizarre, comme un entretien d'embauche qui n'a pas de sens. En gros... Je lui explique, je lui dis que je comprends pourquoi il propose, mais que enfin, on discute, mais que je ne crois pas que je sois la bonne personne pour ça. Il comprend vite que je ne suis pas la bonne personne pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que la personne qui a spot n'est absolument pas un second choix. C'est le premier choix. Et en fait, on s'en rend compte très vite, tous les deux. Et donc, je raconte cette scène dans le livre qui est assez drôle. Et puis après, il y a un truc chez moi incroyable. Donc, je sors dans le jardin de Matignon. Et puis d'un coup, parce que tu me disais, et après? Ben là, d'un coup, il n'y avait plus... C'était fini, quoi. C'était fini. Parce que vous voyez, quand vous gagnez le 7 mai, ensuite il y a encore les interviews, le 14 mai la passation, le 17 mai le gouvernement, mais là j'étais le 17 mai à 9h, mon projet passion d'1 an, c'était terminé. Hein. Et donc là j'ai un truc, je suis dans le jardin, il y a un huissier qui m'accompagne, et je sais que dans les jardins de Matignon, il y a tous les premiers ministres qui plantent leurs arbres. Et donc je lui demande de montrer les arbres qu'ont plantés les premiers ministres, chacun des premiers. Et là je suis légère, mais je suis comme un papillon. C'est-à-dire j'ai passé plus de temps avec l'huissier, parce que j'étais raccord avec la discussion, en fait. J'étais raccord avec ce que je venais de décider pour moi. Et j'étais tétanisée pour l'après, évidemment. Mais j'étais hyper raccord avec la décision que je venais de prendre. J'ai passé plus de temps avec l'huissier à discuter des arbres qu'avec Édouard Philippe. Et donc je sors dans la rue, et je me dis, ben voilà, c'est fini. Et quand je suis repartie, l'idée du livre
Elle est arrivée hyper vite. En fait, elle est arrivée donc, le 29 mai, le week-end de l'Ascension, où j'étais toute seule à Paris. Et en fait, j'avais tellement appris, j'avais hyper envie de transmettre. Mais j'avais pas du tout envie de transmettre un livre politique. J'avais envie de transmettre les galères de boulot. La résilience, comment on se crée son job, comment on se trouve sur le chemin, comment on gère les angoisses, comment on se trouve dans ce genre de projet. Et j'avais envie qu'en fait les gens referment le livre en disant « Bon, les projets passion, même quand les gens te disent c'est impossible, tu y vas, quoi qu'il arrive. La force de l'engagement, la force de faire quelque chose de plus grand que soi, et une dimension assez féministe que j'assume, qui est vraiment de dire voilà, il faut qu'on prenne notre place, il faut qu'on y aille. Et donc l'après, pour moi, juste après, ça a été le livre. Et pareil, il y a eu comme un signe. Moi, j'ai commencé à écrire 7 chapitres, comme ça, dans le vide. Et Albin Michel, quelqu'un chez Albin Michel, qui s'appelle Michael Palvin, m'a contacté sur Facebook Messenger en me disant « Bonjour, moi je suis chez Albin Michel, je vous ai suivi toute la campagne. Je suis sûre que vous avez un prisme très précis, qui est le vôtre, très personnel à partager. » Je lui envoie mes 7 chapitres un vendredi à minuit. Il me répond à 3h du matin. Il me dit « C'est génial !» Et j'ai signé, il m'a écrit le 23 juin. J'ai signé chez Albin Michel le 1er juillet. J'ai écrit le livre tout l'été. Je suis hyper fière. Franchement, je suis hyper fière parce que je l'ai écrit de la première ligne à la dernière ligne. J'ai rendu mon manuscrit le 7 août. Et donc, vous voyez, pour moi, c'était comme un nouveau projet passion, en fait, comme mon nouveau projet entrepreneurial. Parce qu'un livre, j'en avais jamais fait un, etc. Donc, l'adrénaline repartait, mais sur quelque chose d'autre. Et donc là, il y a le livre. Et donc, pour 2018, voilà, il va falloir que je retrouve mon projet adrénaline. Mais quand vous prenez une décision, parce que c'est moi qui ai commencé à écrire les 7 chapitres quand même, eh ben, les lois de l'attractivité se mettent en route. Donc, il faut que je prenne ma décision pour 2018. Elle est en cours. On se revoit l'année prochaine. Quelle heure est-il? On a le temps pour une toute dernière question. Ah. Oh là là, Ouais. mon Dieu, c'est moi qui... Pardon. Mon problème... Quand je suis partie à Palomar, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que mon problème, c'était le milieu du travail, et de ne pas y trouver ma place. Et donc, quand Palomar a demandé le futur du travail pour la génération numérique, là, moi, j'avais envie de proposer plein d'idées. Mon projet, tu vois, quand je me suis engagée auprès d'Emmanuel Macron d'En Marche, moi, j'étais quand même revenue avec un projet qui était que Marine Le Pen ne passe pas, et qu'une espèce de discours optimiste, auquel moi, j'avais eu le droit pendant 6 années, auquel je croyais et que je pensais était possible en France, passe. Et ça n'a pas changé chez moi. Mais je pense juste qu'il y a 1000 façons de le faire. L'engagement, c'est pas un titre, c'est pas un poste. L'engagement, il prend 1000 formes, et l'engagement, il est beaucoup plus fort quand on peut être soi-même dans l'engagement. Donc moi, le projet qui est toujours que ce pays s'aime, que les gens aient confiance en eux, qu'on se rende compte à quel point on est dément, qu'on a plein de choses à faire, et qu'en Europe, enfin moi, s'il y a un endroit où j'ai envie d'être en ce moment, c'est pas les États-Unis. J'ai rendu ma green card. J'ai rendu ma green card le lendemain de l'élection de Trump. Pour que les choses soient bien... Non, mais là aussi, je voulais être raccord avec ce que je disais dans les médias. Si tu as décidé de rentrer, tu as décidé de rentrer. Et j'avais une envie d'Europe terrible. Et là, moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose en Europe de très fort à faire. J'ai envie qu'on se regarde avec plus de bienveillance. J'ai envie qu'on croie en soi. J'ai envie que... Voilà, et ce projet-là, il ne m'a pas... Et il y a 1000 façons de le faire. Tu peux faire switch et changer la vie des gens au quotidien comme ça, en les aidant à trouver leur projet. Tu peux écrire des livres, tu peux faire des campagnes, tu peux créer une association, tu peux faire plein de choses. Mais ça, c'est quand même le moteur. Moi, je ne crois pas qu'on est sauvé de soi-même. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui vient te sauver. Je crois que c'est toi qui te sauve et qu'une fois que tu as pris conscience de ce pouvoir-là que tu as, tout change. Ta vie, le réel, etc. Et donc moi, j'ai envie que les gens se voient comme ça. Et parfois, ça passe par un projet politique, parfois, ça passe par un livre, parfois, ça passe par une association, parfois, ça passe par des choses comme ça. Mais foncièrement, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'anime, pour répondre à ta question. Ça va, ça a été? C'était pas ennuyeux? On reviendra. Ah, ça fait plaisir, si je serais invitée. Merci beaucoup en tout cas, merci Bravo, beaucoup Clara. merci Axel. J'étais hyper mou, je suis désolée.